Bonjour tout le monde. Après ces communications, donc c'est à mon tour de faire cette communication qui concerne surtout la sécurité du patient en radiothérapie. Je vais essayer de faire cette communication, bien sûr, un petit peu littéraire, parce que vu que l'assistance est homogène, donc je vais essayer un petit peu d'être plus littéraire que technique, parce que bon, il y a plusieurs choses qui sont plus techniques justement que littéraire, mais en général, je vais essayer un petit peu de la présenter. Ma présentation sera comme suit. Donc, mon plan de présentation, c'est donc, je vais essayer un petit peu de faire une diapo sur l'effet biologique des rayonnements ionisants. Une petite introduction sur la radiothérapie. Puis après, le processus général du circuit en radiothérapie, l'identification et des stratégies de gestion de la sécurité, la culture de sécurité, la gestion des risques et une petite conclusion sur ma communication. Donc, pour l'effet biologique, j'ai un petit peu résumé l'effet biologique en général sur cette diapo, qui montre comment l'action de l'irradiation sur la cellule en général, ou donc ce qui se passe, c'est une fois qu'on a une irradiation qui se passe en quelques secondes, donc il y a une action qui va se passer, soit quand il y a une irradiation directe ou indirecte. Si direct, il y a justement une action qui peut se passer, des trois actions qui peuvent se passer, soit pas de réaction, soit réaction fautive, soit une réparation fidèle. Quand il n'y a pas de réaction, donc il n'y a pas de réparation plutôt. Donc, quand il n'y a pas de réparation, il y a une action létale sur la cellule. Ça veut dire que les cellules seront donc tuées si vous voulez. Et c'est une chose qui est un petit peu pathologique. Et quand il y a une réparation fautive, il y a trois choses qui peuvent se passer. Soit qu'il y a un effet létal sur la cellule, soit il y a une mutation qui peut donner trois choses aussi, soit une anomalie héréditaire, soit un cancer, soit une élimination par le système immunitaire. Et sinon, il y a aussi la troisième, c'est la mort cellulaire programmée. C'est ce qu'on cherche, nous, en radiothérapie. Donc, c'est ce qu'on utilise généralement en radiothérapie. Et il y a aussi la réparation fidèle, qui est une réparation qui entre dans les normes sans aucun problème. Donc voilà, c'est l'effet biologique en général sur la radiothérapie. Je vais vous montrer une petite image d'une irradiation qui a été faite pour ce monsieur-là, qui a récupéré une source de cobalt qui est tombée de la machine en quelques secondes. Mais vous voyez ici les isodoses qui ont été faites, et vous voyez là, il y a vraiment une irradiation qui était très importante en quelques secondes, vu qu'il a pris la source et il l'a mise dans quelque part. Puis après, je vais passer, cet accident a été fait à l'IGR en 1981, oui, justement. Donc, je vais faire un petit rappel sur la radiothérapie. Donc, la radiothérapie, c'est une approche thérapeutique qui consiste à exposer les cellules tumorales à des rayonnements pour empêcher leur multiplication. Son objectif, justement, c'est de détruire les tissus pathologiques, mais ces effets néfastes sur les tissus sains, de déterminer avec précision la dose d'irradiation à la cible anatomique à irradier. L'écart, en général, entre ces deux paramètres, dose d'irradiation et zone à irradier, peut provoquer de graves dommages chez le patient. Des situations d'accident en radiothérapie qui ont eu lieu dans cette dernière décennie bien sûr, ont placé la question de sécurité au premier plan.
comme toutes les présentations qui ont été faites avant moi, tout le monde parle de sécurité, donc la sécurité a été mise en premier plan, donc c'est pour ça que... Mais il y a aussi des accidents qui arrivent aussi en radiothérapie, donc il faut trouver, bien sûr, il faut mettre aussi la sécurité en premier plan, surtout en radiothérapie aussi. En réponse à cette situation, des innovations techniques ont été mises en œuvre. Tout à l'heure, il y a mon ami, c'est moi, Tassim, qui vous a parlé de l'IMRT, le VMAT, l'IMRT, l'IGRT. Donc, ce sont des nouveautés qui entrent dans cette structure pour éviter justement les accidents en général, parce qu'il y a plusieurs choses qui entrent pour vérifier justement ces problèmes. Il y a aussi les systèmes informatiques qui sont incorporés avec les machines pour envoyer les données de dosimétrie, comme le Record and Verify. Il y a aussi les dosimétries qui sont faites, dosimétrie in vivo, qui se font sur le malade lui-même quand il y a des irradiations. Donc, le processus de traitement nous entraîne 5 types d'acteurs. Le radiothérapeute, le manipulateur, le dosimétriste, physicien médical, les physiciens médicaux ou physicien médical et le patient. Parce qu'il faut prendre aussi le patient comme partenaire dans le traitement. Sinon, je peux vous montrer, exposer ici une petite diapo qui donne plutôt un processus du circuit de radiothérapie. C'est un processus opérationnel, bien sûr. Comment il se présente? C'est la formation, bien sûr. On informe tout d'abord le patient, puis il y a la prescription médicale, il y a la consultation pré-radiothérapique, y compris la consultation infirmière ou consultation manipulateur, puis il y a la prise en charge du patient, c'est la préparation du patient à la radiothérapie, la simulation virtuelle, puis après cette simulation passe dans les salles de contourage pour bien sûr pour préparer la balistique, la balistique du traitement, et puis après il y a le traitement de radiothérapie qui va se faire dans la salle à la salle de radiothérapie de traitement bien sûr. Puis après il y a le suivi post-thérapeutique. L'identification des stratégies de gestion de la sécurité. 3 critères définissent la production sûre d'un soin en radiothérapie. Le premier, c'est la bonne dose d'irradiation. Le deuxième, c'est au bon endroit à irradier, bien sûr pour éviter les organes à risque, et aussi au bon moment. Parce que si on programme un patient pour une séance ou sur un étalé, si vous voulez. J'essaie un petit peu de parler en littéraire parce que généralement, ce sont des choses qui sont plus techniques plus techniques. Donc, c'est pour ça que j'essaie un petit peu d'homogénéiser un petit peu la communication. Donc, au bon moment, qu'est-ce que ça signifie pour moi le bon moment? C'est surtout l'étalé de l'irradiation. Les bonnes pratiques pour une culture de sécurité, c'est la mobilisation du personnel, confiance, communication, maintien de la continuité. Apprentissage à partir du signalement d'événements, par l'analyse, le retour d'expérience, action corrective, aussi par les actions correctives. L'intégration d'indicateurs de sécurité, le développement de la transparence et de la culture d'amélioration, mise en place de parcours de soins intégrés, place centrale, bien sûr, il faut mettre le patient en place centrale et il faut le considérer comme, bien sûr, partenaire et aussi c'est dans la qualité de vie au travail. La gestion des risques liés aux facteurs humains et organisationnels. Le facteur d'erreur d'un être humain qui travaille est toujours à prendre en compte. Autant d'erreurs, bien sûr, sont faites par les humains, bien sûr, par la routine, justement, par l'activité manuelle, bien sûr, et par la routine. Des études qui ont été faites lors de l'aviation, dans le domaine de l'aviation,
ils ont découvert qu'ils ils ont essayé de faire sur 5000 vols, ils ont trouvé que deux erreurs se produisent toutes les heures par la personne. Donc c'est pour ça qu'on voit que toujours l'automatisme bien sûr de la personne, il est censé à faire donc mais 85% des erreurs sont détectées et récupérées par le sujet qui les a commises. Le reste est récupéré par l'entourage, par bien sûr les détrompeurs, l'équipe, bien sûr, et donc il y a trois phases de récupération. Détection, identification, compréhension, puis action de récupération programmée, bien sûr, proprement dite. La gestion des risques renvoie autant à éviter des erreurs qu'à les récupérer. Mais les hôpitaux ce ne sont pas les hôpitaux qui ne font pas d'erreurs qui sont bien sûr les plus réputés. Mais c'est surtout justement qui savent les récupérer. Donc, je vais vous montrer, c'est un schéma de raison qui montre, bien sûr, les barrières qu'il faut utiliser pour, bien sûr, épargner à certaines ou récupérer certaines. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a trois phases. Les défaillances latentes, les défaillances patentes, et il y a aussi donc les défenses de récupération. Donc, pour les défaillances latentes, ils sont détectés soit dans l'organisation, soit dans la qualité de gestion, soit par la politique et la stratégie, soit par le planning ou la planification. Et il y a aussi des précurseurs qu'il faut utiliser pour voir bien sûr, ces défaillances latentes. Il y a où les défaillances patentes, ce sont des défaillances qui sont bien sûr d'erreurs actives. Ce sont les erreurs directes sur la manipulation ou sur l'utilisation des machines, bien sûr. Et il y a aussi les défenses de protection, bien sûr. S'il y a une de ces phases n'est pas respectée, bien sûr, n'est pas respectée, donc une seule ne peut pas faire, bien sûr, à elle seule, la défense ou la protection justement de l'accident. Donc il y a aussi un cadre d'analyse des facteurs, bien sûr, soit par type de pratique. Par exemple, bien sûr, ça c'est un schéma explicatif pour ce que j'ai montré tout à l'heure sur le schéma de raison, mais je vais m'en passer. Gérer les erreurs, c'est les défendre en profondeur. Un système sûr, il entraîne trois types de barrières. Barrière de prévention, barrière de récupération et barrière d'atténuation des effets. Mais malheureusement, avant de passer à ça, les barrières peuvent être aussi de différentes natures, soit les barrières matérielles, soit les barrières immatérielles. Pour les barrières matérielles, il y a les détrompeurs, il y a les alarmes, il y a les checklists, il y a les contrôles. Et pour les barrières immatérielles, les textes de loi, les réglementations, les recommandations, les bonnes pratiques, les guides, protocoles et processus. Bien sûr, aucune barrière n'est capable à elle seule de prévenir tous les risques. Mais malheureusement, les pratiques médicales et organisationnelles surestiment la première barrière qui est barrière de prévention et sous-estiment malheureusement les deux barrières qui sont la barrière de récupération et la barrière d'atténuation des effets. Bien sûr, il y a un autre problème qui peut se poser, c'est surtout l'utilisation des logiciels maison ou les logiciels locaux. Parce qu'ils ne sont pas, bien sûr, ils ne sont pas accrédités
pour l'utilisation. Donc, il faut éviter d'utiliser les logiciels de maison. Bien, il y a aussi les chaînes de radiothérapie intégrées pour bénéficier de l'assurance qualité du constructeur. Le matériel informatique, comme j'ai dit tout à l'heure, le Record and Verify. Mettre en place des équipes suffisantes, mettre en place une assurance de qualité, la vigilance de la mise en route de nouveaux appareils et bien sûr avec des procédures écrites. La vigilance vis-à-vis des organes à risque, c'est avec des procédures écrites. La formation initiale et continue de toute l'équipe qui intervient. L'installation des nouveaux équipements doit avoir des procédures dédiées avec une formation de tout le personnel. Bien sûr, avoir des protocoles et assurance qualité en particulier pour la réception du nouveau matériel, implication des fabricants dans la calibration du matériel. Il y a aussi les assurances qualité pour la transmission d'instructions par voie orale ou écrite. Et il ne faut pas oublier les déclarations qui seront faites, soit bien sûr par les mises en place de registres d'événements bénins et de registres aussi qui sont des registres pour la déclaration d'accidents et incidents. Bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre en place des cellules de retour d'expérience qui vont faire l'analyse et l'identification et la récupération de l'incident. En conclusion, il y a les 10 stratégies à prendre en compte pour mesurer et développer une culture de sécurité. Perception globale de la sécurité, fréquence des signalements des événements indésirables, organisation et amélioration continue, travail en équipe, liberté d'expression, non punitive, c'est vrai, et bien sûr non punitive pour déclarer les erreurs et les fautes, répondre bien sûr pour répondre à l'erreur. Bien sûr, il y a les ressources humaines, le soutien du management pour la sécurité des soins, travail d'équipe entre les services de l'établissement, renforcer la sécurité par la déclaration et l'analyse des événements précurseurs d'incidents ou accidents, par le retour d'expérience. Bien sûr, il faut instaurer des protocoles. Bien sûr, l'analyse sera faite en se référant à des protocoles. Bien sûr, s'il y a une déviation, il faut faire les déclarations, puis l'analyse et la correction. La sécurité, bien sûr, nécessite des hommes qui doivent avoir une compétence, des machines performantes, une organisation précise, qui fait quoi, quand, comment, où et quand. Des protocoles et des procédures. Et aussi, le 5e, c'est l'évaluation et les mesures correctives. Bien sûr, c'est à travers ça qu'on peut avoir notre retour d'expérience. Faire simple, une démarche d'amélioration de la qualité, évalue et suivi, n'a pas vocation à être compliqué. Mais merci, je vous remercie.